bonjour à tous. Je ne sais pas si le micro, vous m'entendez bien. Donc je suis très heureux de vous rencontrer. Je remercie Bretagne Commerce International d'avoir organisé la réunion d'information et puis la Chambre de nous accueillir. J'ai un micro, mais n'hésitez pas, si vous voulez, vous rapprocher un peu. Il y a des tables devant, donc comme vous voulez. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Thierry Mermet. Je suis installé au Vietnam depuis longtemps, puisque je vais démarrer ma 20e année de résidence et de travail dans le pays. En gros, les 10 premières années, j'ai travaillé dans le nord, autour de Hanoï, sur des sites de production. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai monté ma société, donc SOA, Source of Asia, qui a deux types d'activités. Donc, une activité bureau d'achat, bureau de sourcing, export de produits du Vietnam, donc vers la France ou l'Europe, et une deuxième activité dans l'autre sens pour aider les sociétés étrangères qui viennent s'installer sur le Vietnam. Donc 3 sous-catégories de services, tout ce qui est à destination des ce qu'on appelle les primo-exportateurs, donc une société qui ne connaît pas le Vietnam ou l'Asie du Sud-Est, qui a besoin d'informations sur le marché, sur les concurrents, sur une stratégie d'entrée sur le marché. Deuxième type de services sont des services qu'on appelle des services d'incubation, donc très opérationnels. Ça peut être du recrutement, du portage salarial, de l'hébergement d'entités juridiques. On a également une licence d'import, ce qui nous permet de rentrer des produits au Vietnam et de les facturer localement, donc d'émettre ce qu'on appelle au Vietnam la facture rouge avec la TVA. Et puis le troisième type de service, c'est le plus abouti, c'est quand on va nous-mêmes devenir le représentant commercial ou l'agent ou l'animateur d'un réseau de vente, en général sur des missions de plusieurs années, qui permettent à la société qu'on a accompagnée de se développer sur le pays. Donc, alors je vais vous présenter un certain nombre de choses, deux petites remarques. Vous n'avez pas exactement la présentation que je vais projeter en support papier. Il y a eu quelques ajustements, donc ne soyez pas surpris. On a également eu des difficultés pour régler les couleurs, donc vous allez avoir beaucoup de jaune sur l'ensemble des photos qui sont projetées. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser une question, une remarque, compléter quelque chose, enfin, profitez-en pendant la présentation. Et voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter la zone géographique ASEAN dans laquelle se situe le Vietnam, et montrer en quoi cette zone économique aujourd'hui en pleine croissance peut apporter des opportunités pour vous. On fera ensuite un focus sur le Vietnam dans cette zone ASEAN. On passera dans une deuxième partie sur l'agroalimentaire. Donc on va à la fois regarder évidemment le marché de l'agroalimentaire en tant que marché à l'export pour vos produits, mais également discuter un petit peu de la filière locale qui est en pleine transformation sur le Vietnam et qui est également une source, à mon sens, de débouchés pour vous, les habitudes des consommateurs, les réseaux de distribution sur l'agroalimentaire. On parlera ensuite de l'accord de libre-échange qui va entrer en vigueur l'année prochaine entre l'Union européenne et le Vietnam, qui va apporter un grand nombre d'avantages pour les sociétés françaises et toutes les sociétés européennes, notamment lorsqu'elles exportent ou lorsqu'elles s'implantent sur le Vietnam. Un focus sur quelques grands secteurs, produits laitiers, viande, boissons, snacks, pâtisseries, pain et fruits et légumes transformés. Voilà, et puis ensuite, quelques réflexions plus générales sur l'environnement des affaires au Vietnam, comment aborder le pays, comment lancer ces démarches à l'export, en prenant 2-3 retours d'expérience de sociétés individuelles ou de missions collectives qu'on a pu réaliser pour des clients dans l'agroalimentaire. Et puis évidemment des questions-réponses, donc soit pendant la présentation, soit à la fin. Alors, donc on va démarrer avec la mise en perspective de la zone géographique et du pays. Donc l'ASEAN, c'est une zone économique qui groupe 10 pays qui se sont regroupés en association en 1995. Donc le but de l'ASEAN, c'est purement économique, c'est développer les échanges entre les pays et aider chaque pays à se développer. Donc vous avez 10 pays qui ont des niveaux de développement relativement différents. Vous avez tout en haut Singapour, qui est un pays très développé, qui est vraiment le pays leader de l'ASEAN.
Vous avez ensuite ce que j'appelle les pays en voie de développement rapide, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, les Philippines, même s'ils sont un petit peu décrochés. Et puis d'autres pays, Birmanie, Myanmar, Laos et Brunei, qui sont aujourd'hui un peu plus à la traîne et en tout cas moins faciles d'approche, soit par la taille du marché, soit par la complexité d'accès au marché, notamment sur la Birmanie. Donc, l'ASEAN, aujourd'hui, ce sont 10 pays, un nombre d'habitants qui est supérieur au nombre d'habitants de l'Europe, à peu près 100 millions d'habitants en plus, donc c'est un gros marché en taille. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder notamment l'âge moyen de la population de l'ASEAN. Vous avez 50% de la population qui a moins de 30 ans, quand on est à peu près à moins d'un tiers pour l'Europe. Donc ça va créer un appel d'air sur développement industriel, la main-d'œuvre et surtout développement de la classe moyenne et donc de la consommation. Je passe rapidement sur la densité de la population, un taux d'urbanisation qui est assez faible, mais qui augmente chaque année, un boom immobilier dans toutes les grandes villes de l'ASEAN, énormément de construction et donc une migration des campagnes vers les villes. Alors, cette zone ASEAN reste aujourd'hui, économiquement parlant, de taille moyenne, puisque si la zone ASEAN était un seul et même pays, son PIB aujourd'hui serait juste en dessous de celui de la France. Donc c'est la 7e économie en tant que pays, encore une fois, mondiale. Par contre, le taux de croissance de l'ASEAN ces dernières années et les projections sur les années à venir sont au-dessus de 6%, ce qui veut dire que l'ASEAN deviendra la 4e économie mondiale d'ici 2030, donc derrière les États-Unis, la Chine et le Japon, et donc va doubler la France, l'Inde et l'Angleterre. Voilà. Au niveau risque, il y a assez peu de risques économiques ou politiques qui sont identifiés sur la zone ASEAN. Dans l'ensemble, les pays sont stables en croissance économique. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur un risque de positionnement par rapport à la Chine, notamment le Vietnam. Les relations diplomatiques Chine-Vietnam ne sont pas très bonnes. Et à l'inverse, les difficultés que rencontre la Chine vis-à-vis des États-Unis sont un appel d'air d'investissement important sur le Vietnam en raison de délocalisation. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, c'est une position idéale. Vous voyez que le pays donc, qui est au cœur de l'ASEAN, avec sa forme assez particulière en S, est donc situé juste en dessous de la Chine, donc à une frontière, toute la frontière nord du Vietnam et avec la Chine. Et vous êtes au cœur de l'ASEAN. De Hanoï ou d'Ho Chi Minh City, vous êtes à 1 heure et demie maximum de temps d'avion de toutes les capitales de l'ASEAN. Donc il y a quelque chose qu'on note, nous, depuis plusieurs années et qui se renforce actuellement, c'est que le Vietnam devient un hub pour l'ensemble de la région. Très forte stabilité politique, coût d'implantation, coût de la vie qui est en général plus intéressant que les autres pays, beaucoup plus intéressant que Singapour, plus intéressant que Bangkok. Et donc ça devient une plateforme de stockage, production, transformation de produits et réexport sur la zone, puisqu'en tant que zone de libre-échange, l'ASEAN n'impose pas de droits de douane pour un produit qui circule d'un pays à l'autre. Donc vous pouvez très bien avoir un importateur au Vietnam et ensuite, ou vous-même stocker des produits sur le Vietnam et les renvoyer ensuite sur le Cambodge ou la Thaïlande sans avoir de droits de douane supplémentaires à payer. Alors le Vietnam, on va préciser un petit peu les données les plus importantes du pays. La première chose à savoir sur le Vietnam, c'est de se rendre compte du développement du pays sur les 30 dernières années. C'est-à-dire que le Vietnam, dans les années 1985, c'était encore rationnement sur certaines données alimentaires. Les dernières famines, c'est dans les années 1980. C'était un pays extrêmement fermé. C'est jusqu'en je crois que c'est en 1987 ou 88 que le gouvernement vietnamien change une loi qui interdisait aux Vietnamiens de parler à des étrangers dans la rue, sauf, ce qui est un peu amusant, si c'était des étrangers qui venaient des pays frères, les pays frères étant les pays de l'ex-URSS. Voilà, donc jusque dans les années 85, le Vietnam est un pays, donc PMA c'est le pays moyennement avancé, donc c'était un PMA pauvre, et c'est devenu aujourd'hui un PRI, donc un pays à revenu intermédiaire supérieur, donc dans les pays à revenu intermédiaire qui se développent le plus vite,
C'est frappant. Enfin, moi qui suis allé au Vietnam pour la première fois dans les années 95, donc le pays s'était déjà un peu ouvert. Aujourd'hui, c'est des embouteillages de voitures, des immeubles et des centres commerciaux modernes partout. Quand il y a 25 ans, c'était des embouteillages de vélos. Donc le Vietnam, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent ou sont déjà allés là-bas. Vous avez 3 zones un peu différentes sur la géographie du pays. Vous avez le nord, donc Hanoï, la capitale politique. Tous les ministères, tous les grands organismes sont là-bas. C'est une zone qui est... il y a beaucoup de rivalité entre le nord et le sud du pays, mais disons que dans le nord, ce n'est pas un cliché. Les Vietnamiens sont un peu plus austères, ils vont être un peu plus fermés, ils vont être un peu plus traditionnels. Quand le sud, donc toute la région d'Ho Chi Minh City, sera beaucoup plus développé, beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique. Toutes les grandes zones industrielles autour de Saigon sont bien au-dessus des taux de croissance des zones industrielles du Nord. Et puis vous avez une zone intéressante aussi qui se développe depuis quelques années, c'est le centre du pays, donc autour de Da Nang. Coût de la main-d'œuvre plus faible, énormément d'incitations du gouvernement pour investir dans cette zone touristique très importante, énormément de resorts et d'hôtels qui s'installent, beaucoup d'étrangers d'ailleurs qui aujourd'hui habitent sur Da Nang. Et donc ça peut être pour, en tout cas comme marché export ou comme projet d'investissement d'un site de production, c'est une zone intéressante. Alors quelques chiffres clés sur le Vietnam. Le Vietnam, c'est le 14e pays le plus peuplé au monde. Ils seront 100 millions d'habitants en 2025, je crois. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 96 millions d'habitants, sur une superficie assez faible, 330 000 km², je crois que c'est la moitié de la France, donc il y a une densité très forte au Vietnam. La monnaie vietnamienne, donc c'est le Vietnam Dong, qui est corrélé, indexé sur le dollar. En général, la monnaie vietnamienne va glisser de 2 à 3% par rapport au dollar chaque année, et donc varier vis-à-vis de l'euro. Aujourd'hui, on est même à un peu plus de 27 000 dong pour un euro. Mais l'euro va varier par rapport au dong en fonction de la variation de l'euro par rapport au dollar. Un PIB de 215 milliards, croissance annuelle de 6%. Sur les 20 dernières années, je crois qu'il n'y a que 2 années où le taux de croissance a été en dessous de 6%, et on devait être à 5,5%, donc pas très loin. Un PIB par habitant à 2300 $. Alors, sur le PIB par habitant, il faut le corriger en fonction de ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, parce qu'avec un euro ou un dollar au Vietnam, vous achetez beaucoup plus de choses qu'en Europe. Donc aujourd'hui, on estime que le pouvoir d'achat des Vietnamiens, d'un habitant, est autour d'un équivalent de 6 000 $. Donc en France, on est à 33 000 euros, donc 35 000 ou même un peu plus. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir la progression du Vietnam sur ces dernières années. Donc le Vietnam était la 50e économie mondiale en 2015. On prévoit qu'elle soit entre la 20 et la 25e place en 2030. Quand nous, la France, on sera autour de la 10e place, je pense, à ce moment-là. Donc vous voyez que l'écart va énormément se réduire. Et l'indice de l'attractivité du pays, de la compétitivité, le Vietnam est passé de la 77e place en 2006 à la 50e place aujourd'hui. Donc c'est des taux de progression très importants. Alors, les principaux atouts du Vietnam, la localisation optimale, on en a parlé, 3200 km de côte, ce qui implique beaucoup de ports de chargement, déchargement, une industrie de la pêche qui est très importante. Climat et relief variés, donc vous avez un hiver dans le nord, vous montez jusqu'à 3500 mètres près de la frontière chinoise. Vous avez des hauts plateaux dans le centre du Vietnam, où il y a de la culture notamment de café. Le Vietnam est un très gros exportateur de café. Et dans le sud, vous avez une saison sèche, une saison des pluies. Mais dans l'ensemble du pays, l'hydrométrie et le climat font que vous avez énormément de cultures différentes et une production et un export de produits bruts assez importants, on y reviendra tout à l'heure. Mais vulnérables au changement climatique, notamment dans le sud, dans le delta du Mekong et autour de la ville d'Ho Chi Minh City. Vous avez beaucoup d'inondations et de problèmes qui sont envisagés anticipés pour les années qui viennent. Alors, à mon sens, l'atout premier du Vietnam, c'est sa population. Donc, jeune, on en a parlé, dynamique et optimiste. Tous les 3-4 ans, vous savez, il y a des enquêtes au niveau mondial qui calculent, qui interrogent les gens pour savoir dans leur pays s'ils se situent plutôt sur
sur un feeling optimiste ou pessimiste. Le Vietnam est toujours dans le top 5 des pays au monde qui se considèrent comme le plus optimistes, c'est-à-dire que les Vietnamiens pensent qu'ils vivront mieux que leurs parents et que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Ils sont toujours dans une proportion d'ouverture et de consommation, etc. Quand en France, on est en général dans le 5 ou 10 derniers du classement. Une population active de 53 millions. Cette population au Vietnam, il faut savoir qu'elle a un niveau d'éducation qui est bon, alors essentiellement dans les villes, mais aujourd'hui la population vietnamienne se regroupe beaucoup sur les villes. Le classement PISA, vous savez, qui évalue le niveau d'éducation, notamment dans tout ce qui est mathématiques, ingénieurs, etc. Le Vietnam est à la 8e place, donc c'est au-dessus de pays comme Hong Kong ou au-dessus de l'Angleterre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un pôle technologique, ce n'est pas le cœur du sujet, mais technologique, digital, informatique qui est très performant au Vietnam. Des ressources naturelles et agricoles, on en a parlé. Le Vietnam a également du gaz et du pétrole qu'ils exploitent et qui commencent d'ailleurs à raffiner dans le pays. Alors, coût de la main-d'œuvre, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, en Chine, je crois que le coût de la main-d'œuvre horaire sur un ouvrier non qualifié, vous allez être autour de 3 dollars de l'heure, 3,30 on va dire. Au Vietnam, vous êtes à 2 dollars de l'heure. Donc on est à 40% moins cher que le coût de la main-d'œuvre en Chine. Et cet écart a tendance à augmenter parce que la pression sur la hausse des salaires en Chine est beaucoup plus forte qu'au Vietnam, où la migration des campagnes vers les villes et donc vers les zones industrielles n'est pas encore totalement aboutie, alors qu'en Chine, vous avez des endroits où ça commence à saturer. Donc le Vietnam devient une véritable usine monde, comme on dit. C'est le deuxième producteur de meubles et de produits bois. Samsung, par exemple, société coréenne, ouvre sa plus grosse usine mondiale au Vietnam. Il prévoit d'embaucher jusqu'à 30 000 ouvriers dans les 5 prochaines années pour tout ce qui est téléphone mobile, composants électroniques, etc. Et je crois qu'il m'en manque un. Oui. Guerre commerciale Chine-États-Unis. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. La guerre sur les tarifs douaniers, notamment imposés par les États-Unis sur des produits chinois, font que beaucoup de sociétés chinoises passent la frontière, descendent, investissent au Vietnam, parce que du coup, la production du Vietnam est estampillée origine Vietnam et pour partir aux États-Unis avec un certificat d'origine vietnamien et donc des taux de taxes beaucoup plus faibles. On pense que cette tendance va se poursuivre dans les années qui viennent. Il y a également Taïwan et la Corée qui investissent beaucoup au Vietnam sur la réexportation. Alors, qu'est-ce qui explique ce miracle économique vietnamien? Donc, c'est en 1975, fin de la guerre, 1985, le lancement, c'est la date la plus importante sur les 20 dernières années, 30 dernières années au Vietnam, du Doi Moi, ce qui veut dire renouveau, ouverture économique. Et à partir de cette date-là, le gouvernement vietnamien a totalement assumé et poursuivi cette ouverture diplomatique et économique. Encore une fois, il faut voir d'où il venait. C'était quand même un des pays les plus fermés, les plus méfiants vis-à-vis de l'étranger à ce moment-là. Ils ont choisi de lancer le Doi Moi à ce moment-là, tout simplement parce que c'est la chute de l'URSS, les difficultés économiques de l'URSS, et le Vietnam était très proche de l'Union soviétique, notamment pour contrebalancer l'influence chinoise. À partir de là, ils sont entrés dans l'ASEAN, ils sont entrés dans l'OMC, ils ont négocié énormément d'accords de libre-échange, ils ont ouvert leur économie, favorisé les investissements directs étrangers dans le pays, jusqu'à l'EVFTA, donc l'accord de libre-échange avec l'Europe dont on parlera tout à l'heure, qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Donc stabilité, favorable à l'environnement des affaires, énormément de développement du secteur privé vietnamien, souvent sur des petites entreprises. Si vous êtes allé au Vietnam et que vous vous êtes promené dans les rues, vous voyez que n'importe quelle famille qui a un pas de porte va vendre quelque chose, bricoler quelque chose, proposer un service. Les Vietnamiens sont très entrepreneurs, très dynamiques, souvent sur des schémas familiaux ou d'associations assez réduites. Alors tout ça se fait évidemment grâce à un très fort contrôle politique et social. Voilà, je passe assez rapidement dessus, mais le Vietnam est tout sauf une démocratie et un pays
simple au niveau médias, journalistes, etc. Une inflation qui est maîtrisée et la recherche active de partenaires étrangers, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, en termes d'investissement direct étranger, c'est plusieurs dizaines de milliards chaque année qui sont investis au Vietnam. Donc aujourd'hui, le panorama rapide de l'économie vietnamienne, c'est 20% du PIB sur le secteur primaire, avec encore 40% de la population active. Le secteur industriel, un peu plus d'un tiers du PIB, un quart de la population active. Et le secteur tertiaire, en fort développement, c'est déjà 45% du PIB et également un peu plus d'un tiers de la population active. Oui. Vous parliez du pouvoir en place, du fait que ce soit une démocratie. Que ce ne soit pas une démocratie. Oui, voilà. Oui, ma question était juste savoir un peu, de connaître un peu plus le pouvoir en place, quelle orientation politique et comment on peut conterner ce genre de problème. D'accord. Donc c'est un parti unique, c'est un parti communiste, même si aujourd'hui, vu l'ouverture du secteur public, où en gros, pour moi c'est un régime qui n'a pas grand-chose de ce que nous on peut entendre par communiste. L'éducation, la santé, les services publics au Vietnam, ça s'apparente un peu à la Chine, avec une différence, c'est que le contrôle du gouvernement central sur les villes et les provinces, en fait c'est les comités populaires des villes et des provinces, sera plus faible qu'en Chine. En Chine, je trouve que le pouvoir central est plus fort, donc ça se traduit notamment quand il y a des grands projets d'investissement dans les provinces. Au Vietnam, ça traîne un peu. Les financements vont parfois arriver doucement jusqu'au projet localement, quand en Chine, je pense qu'ils sont un peu plus efficaces, un peu plus autoritaires. Voilà, mais donc c'est un régime, ce sont en fait, on appelle ça les 200 familles qui se partagent le pouvoir. Voilà, il y a des élections officiellement libres, où le droit de vote est obligatoire, mais pour pouvoir être candidat, il faut être agréé, je ne sais plus exactement quel est le terme, par le Parti communiste. Donc vous avez bien 2-3 candidats, mais bon, c'est à peu près exactement les mêmes. Après, pour la fin de votre question sur comment on peut contourner ça, je vais être un peu cynique, mais pour un étranger qui travaille là-bas ou un étranger qui veut faire des affaires au Vietnam, vous n'avez pas vraiment besoin de contourner ça parce que c'est absolument pas un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne touchez pas voilà, aux médias, liberté de la presse, vous ne parlez pas politique, que vous n'agitez pas différentes idées ou autres, les autorités vietnamiennes encouragent très très fortement les étrangers à venir s'installer, comme moi là-bas, ou à venir vendre. Monter une société là-bas, c'est très simple, vous pouvez embaucher des gens très vite, vous avez énormément d'avantages dans ce cadre-là. Alors il y a moins de contrôle comme il peut y en avoir en Chine, et Google n'existe pas. Est-ce que Google est présent au Vietnam? Oui, alors au Vietnam, vous n'avez pas ces difficultés, vous pouvez utiliser WhatsApp, Google, etc. WeChat. Oui, il y a eu, sur ces 2-3 dernières années, allez, peut-être 3-4 jours où la connexion aux réseaux sociaux était compliquée, notamment Facebook. C'est au moment, j'en parlerai un peu tout à l'heure, où il y a eu des problèmes avec la Chine, et au moment où il y a eu des problèmes, ça c'est très important pour le sujet qui nous concerne, des problèmes de pollution, des problèmes sanitaires, et il y a eu des manifestations dans la rue au Vietnam, c'est la première fois que je voyais ça en 20 ans. Et là, le gouvernement vietnamien n'aime pas ça, et donc il bloque un peu les réseaux sociaux à ce moment-là. Mais beaucoup moins qu'en Chine. Vous avez accès à tous les réseaux sociaux qu'on a en Europe, ils ne sont pas bloqués. Voilà. Donc, relations économiques France-Vietnam, j'ai mis peu mieux faire. On n'est pas encore très, très bon au Vietnam. Donc, on a une balance commerciale qui est fortement déficitaire. On importe 5 milliards. Alors, c'est forte croissance. Et on exporte également en forte croissance. C'est même plutôt 10% de croissance sur les 2 dernières années, 1,6 milliard. Donc, un déficit commercial de 3,5 milliards. Et on exporte essentiellement tout ce qui va être industrie, pharma, agro.
vers le Vietnam. Et donc position médiocre parce que en fait, ces chiffres-là représentent moins d'1% des importations du Vietnam, c'est quand même pas beaucoup. Et on se situe par exemple à la 17e place des fournisseurs vers le Vietnam, donc derrière des pays comme l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, je crois qu'on est derrière l'Angleterre et la Hollande. Enfin voilà, des pays qu'on devrait logiquement pouvoir dépasser. Et on est le 13e client du Vietnam. Alors, c'est d'autant plus décevant, enfin en tout cas révélateur de ce qu'on pourrait faire de plus, et d'une certaine manière, ce sont des opportunités, que l'histoire France-Vietnam est censée, selon moi, nous donner plutôt un avantage, c'est-à-dire que l'image de la France et des Français au Vietnam est plutôt très bonne. Il n'y a aucun problème lié à la période de la colonisation ou de la guerre. Les Vietnamiens sont très pragmatiques. C'est quand vous vous promenez au Vietnam, que ce soit sur l'architecture, que ce soit sur des grands bâtiments, des opéras, la ligne de train, que ce soit sur des écoles, que ce soit même dans l'alimentation, il y a beaucoup de mots, j'en reparlerai tout à l'heure, le mot pain par exemple au Vietnam c'est banh mi, et ça vient du mot pain de mie. Il y a beaucoup de mots techniques liés à l'industrie des mobylettes, vélos, automobiles, bougie c'est bougie, le piston c'est piston, qu'ils ont donc utilisé, et ils sont plutôt reconnaissants à la France d'avoir fait ça. Donc il n'y a absolument aucune animosité. Une bonne image. Il y a 20 000 Français aujourd'hui qui sont installés et qui travaillent au Vietnam. Donc ça, c'est un tissu également qui devrait nous aider à être plus présents, ou en tout cas à exporter plus. Et en plus, oui, cette année, on célèbre les 45 ans de la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. Donc il y aura un grand nombre de voyages. Je crois que Macron doit y aller au printemps prochain. Et il y a pas mal d'échanges qui sont organisés et d'événements par le consulat et l'ambassade. Ça peut être des vecteurs d'ailleurs pour vous greffer sur des opérations commerciales. Alors, oui, alors quelques réussites. Et d'ailleurs, pardon, si on regarde ce que la France exporte vers le Vietnam, il y a une grosse part, alors c'est très variable d'une année à l'autre, sur l'aéronautique. Airbus vend énormément d'avions aux deux grandes compagnies vietnamiennes, donc Vietnam Airlines et Vietjet. Mais on parle de dizaines d'Airbus tous les ans, et un programme jusqu'en 2030. Voilà, donc ça c'est plutôt une réussite. J'ai également voulu indiquer des sociétés donc voilà, comme Bell, comme InVivo, Neovia. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux exemples sont des sociétés qui vont évidemment vendre leurs produits au Vietnam, mais qui vont également avoir une partie de leur production dans le pays et utiliser le Vietnam comme plateforme pour l'ensemble de la zone. Donc aujourd'hui, les usines Bell ou les usines Neovia, je crois que sont presque toutes dans le sud du pays, exportent vers le Cambodge, exportent vers la Birmanie, et ça leur permet de rayonner sur l'ensemble de la zone. Alors on va maintenant passer sur le cœur du sujet, sur l'agroalimentaire. Au Vietnam, vous voyez, je vous avais dit que le jaune était un peu marqué sur les photos. Donc voilà la diversité de ce que le secteur agroalimentaire au sens large, donc en gardant également un focus sur la filière locale, peut représenter. Donc vous avez des rizières très traditionnelles, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements industriels. Vous avez du transport, alors ça vous en voyez partout au Vietnam, ce qui voilà, un schéma d'approvisionnement un peu compliqué. Vous devez avoir, je ne les ai pas comptés, mais peut-être 150 poulets accrochés à la mobilette. Puis à côté de ça, vous avez des centres commerciaux, des supermarchés assez classiques, énormément de produits, énormément, on en parlera tout à l'heure, de publicité, de promotion sur lieu de vente. Vous voyez l'ensemble des panneaux, voilà, les Vietnamiens sont très férus de ce genre de promo. Et puis vous avez aussi des magasins, je crois que c'est Annam Gourmet ici, beaucoup plus modernes, avec énormément de produits importés, avec des vendeuses qualifiées qui peuvent vous expliquer les différents produits, etc. Et tout ça sont bons représentants de la diversité du pays. Alors, 3 clés de lecture importantes sur l'agroalimentaire au Vietnam. Donc vous avez déjà la taille du marché. Donc,
taux de croissance moyen de 6% sur l'ensemble de la partie alimentation et boissons. Dans un grand nombre de secteurs, on en détaillera certains tout à l'heure, on est sur des taux de croissance de 10%, avec des projections de rester sur ces taux-là jusqu'au moins en 2030 ou 2040. Donc c'est des progressions énormes. Et un pourcentage dans le total des dépenses, vous voyez, qui passe de 35 à 68%, ça signifie qu'en fait, les Vietnamiens, quand ils commencent à avoir un niveau de vie plus intéressant et plus important et à passer dans la classe moyenne, vont allouer une grande part de ce revenu supplémentaire sur les dépenses d'alimentation, que ce soit en alimentation qu'on appelle hors ménage, donc restaurant, sortir, dans les bars, etc., ou l'alimentation pour la maison. Alors, une filière locale qui est importante. Le Vietnam, aujourd'hui, devient un pays producteur important, commence à exporter beaucoup de ses produits transformés ou non transformés, notamment sur la zone ASEAN. Voilà, quelques chiffres. Ils importent 10 milliards aujourd'hui de produits, ils en exportent 15. Beaucoup sur les produits de la mer, riz, thé, poivre à l'export. Et par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette très forte croissance de la demande, donc de la consommation, malgré une filière locale en croissance, ne compense pas l'ensemble des besoins du pays. Donc il y a des secteurs, j'en ai cité 2 ici, mais il y en a beaucoup d'autres, où la filière locale, sur le lait par exemple, la filière locale couvre moins d'un tiers des besoins du Vietnam. Donc vous imaginez les opportunités que ça représente en termes d'importation. Et vous avez également la consommation, notamment poulet, bœuf, sur le porc ça l'est un peu moins, qui est très largement supérieure à la production locale. Oui. On parlait des accords de libre-échange sur la plateforme ASEAN. Quand je vois les possibilités qu'il y a sur la filière laitière ou de viande, je pense tout de suite à l'Australie, qui n'est pas très loin et qui est très compétitive sur ces sujets-là. Ouais, il y a des accords de libre-échange, ou il y a un slide après, peut-être. Oui, alors on va en parler dans un focus produits laitiers un peu plus tard, et en parler un peu dans la partie libre-échange. En 2 mots, pour déjà répondre, la Nouvelle-Zélande, c'est un énorme concurrent sur les produits laitiers, c'est sûr, sur la viande. Enfin, ils ont déjà un accord de libre-échange qui leur donne un certain nombre d'avantages. Donc l'entrée en vigueur de notre libre-échange vous mettra à niveau. Mais c'est sûr que la Nouvelle-Zélande, sur certains produits, ils sont présents et ils sont forts. Voilà. Ah, il y a eu un petit bug sur la mise en page. Donc les tendances des consommateurs, qu'on détaillera tout à l'heure, c'est l'attrait pour les produits occidentaux, c'est très marquant, que ce soit dans l'agroalimentaire, le vin, les desserts, on le voit sur la viande, on le voit sur les biscuits, dans beaucoup de domaines. Les Vietnamiens cherchent un produit occidental. J'expliquerai un peu pourquoi tout à l'heure. Hausse du pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire qui devient un facteur déterminant dans les achats du consommateur vietnamien, notamment quand il a effectivement un niveau de pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir choisir entre un produit un peu plus cher et un produit moins cher. On y reviendra parce que ça, à mon sens, ce sont des facteurs très importants qui créent des opportunités pour vous et surtout sur lesquels vous devez jouer dans la manière dont vous allez trouver un distributeur, le convaincre de prendre vos produits et puis après l'aider à animer la promotion, la vente du produit. Donc filière locale, le Vietnam c'est un très grand pays de production et d'export des produits agricoles. C'est dans le top 3 des exportateurs mondiaux sur un grand nombre de produits. On ne sait pas toujours. Le café, je crois que c'est le 2e exportateur au monde. Le poivre, riz, canne à sucre, etc. C'est un géant également dans la production animale. Premier cheptel porcin des 10 pays de l'ASEAN, 27 millions de têtes. Je détaillerai un peu plus tout à l'heure les autres aspects de cette filière. Poissons, fruits de mer également. À peu près la moitié de la production vient de l'aquaculture, pisciculture, et l'autre moitié donc de la pêche. C'est le 4e pays producteur au monde sur l'aquaculture. Alors cette filière locale, aujourd'hui, je veux m'arrêter 1 minute sur un certain nombre de challenges auxquels elle est confrontée, qui à mon sens peuvent aussi être des vecteurs d'opportunités, d'investissement pour des sociétés françaises.
C'est-à-dire que la qualité des produits de la filière de production vietnamienne est médiocre. Ils utilisent énormément d'antibiotiques, ils utilisent énormément de pesticides. Enfin, il y a vraiment beaucoup de débats aujourd'hui au Vietnam sur cette qualité des produits. L'efficience de production n'est pas très bonne. Le coût de production, par exemple, du porc ou du poulet au Vietnam est plus cher que le coût du produit importé. Essentiellement parce que c'est le coût de l'alimentation animale, c'est-à-dire qu'au Vietnam, il n'y a pas de collecte de tous les byproducts, il y a peu d'usines modernes de fabrication de compléments alimentaires pour les animaux, etc. Donc c'est beaucoup d'importation, ça coûte cher. Et l'impact environnemental est très élevé, beaucoup de déforestation, ça a été lié par exemple à la production du café, beaucoup de pollution des eaux et des sols. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on a énormément de solutions, de systèmes de traçabilité, de choses à leur apporter pour améliorer cette filière. Et c'est très encouragé par le gouvernement. Voilà. Le gouvernement se rend compte aujourd'hui de cette problématique de qualité et de pollution, notamment parce que les Vietnamiens vont énormément médiatiser ça. C'est-à-dire que dans les médias officiels, même s'ils vont le faire de manière un peu contrôlée, et sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un scandale sanitaire, tout le monde est au courant. Et les Vietnamiens font très attention à ça. Donc le gouvernement vietnamien essaye d'encourager les investisseurs à venir sur ce secteur, donc tout ce qui va être green tech, clean tech, enfin il y a énormément de choses qui se font. C'est très faible aujourd'hui, hein, c'est je crois 1% du total des investissements directs étrangers seulement qui vont vers le secteur agroalimentaire. Pourquoi? Parce que il y a des aléas climatiques, c'est un secteur où vous allez vite travailler avec des coopératives ou des comités populaires de province, des villages. Enfin, c'est un peu compliqué culturellement de travailler, ça demande beaucoup de temps, donc les retours sur investissement vont être longs, mais il y a énormément d'opportunités dans ce secteur. Voilà, les politiques incitatives, c'est assez classique. Réduction, c'est même une exemption de l'impôt sur les sociétés dans ce secteur pour, suivant le type d'investissement, ça peut aller de 7 à 10 ans, donc c'est quand même long. Et des avantages sur la réduction des taxes foncières, l'accès au foncier, qui peut être compliqué au Vietnam, et des mécanismes de soutien à l'investissement où des banques locales ou des ministères par les comités populaires de province peuvent également cofinancer ou en tout cas apporter, par exemple, des entrepôts ou des infrastructures gratuitement sur un projet d'une société étrangère. Voilà, donc j'ai cité Bell, on en a parlé tout à l'heure. Il y a également Andros, qui a une usine au Vietnam qui produit pour le marché local, mais également pour l'export. Bang Vang, le nom c'est Le Pain Doré, je crois. Ce sont des Français qui ont monté une boulangerie industrielle qui alimente très bien le Vietnam. Vous avez également Olmix qui est bien implanté au Vietnam. Alors, des parts de marché à saisir. Donc voilà, hein, on reprend les chiffres de croissance. On s'attend à une croissance à 2 chiffres sur les prochaines années sur la partie alimentaire. Donc ça, c'est hors consommation, hors du foyer. Donc ça ne compte pas tout ce qui va être hôtel, restaurant, qui est également un vecteur très important. Donc les produits les plus porteurs, aujourd'hui, vous avez des taux de croissance très importants sur des boissons non alcoolisées, mais sur les boissons alcoolisées également, ça augmente fortement. Les légumes, des produits laitiers, des fruits frais. Sur la viande, le taux est à peu près à 0 sur le taux de croissance, parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'une année sur l'autre. Mais aujourd'hui, on est reparti sur des taux de croissance d'à peu près 5 ou 10%, notamment parce que depuis je crois que c'était en 2014-2015, que le gouvernement vietnamien a facilité l'inscription des producteurs français dans le secteur viande pour pouvoir exporter et vendre au Vietnam. Pardon ? Alors vous avez normalement les deux, la viande bovine, 410 millions d'imports, je crois que c'est le chiffre de 2015 ou 2016, et vous avez normalement produits avicoles, 610 millions, et un peu plus loin vous aurez sur les 3 porcs, volaille et bœuf.
Voilà, donc le Vietnam importe essentiellement aujourd'hui de la Chine, de l'Inde. L'Inde, c'est beaucoup sur la partie poissons, fruits de mer. Thaïlande, autres pays, États-Unis, vous voyez, on est assez loin. L'Europe, c'est même pas la France, hein, c'est toute l'Europe. On est seulement aujourd'hui à 5% du total des importations agroalimentaires vers le Vietnam. Nouvelle-Zélande, 2%. Alors, place de la France. Donc, l'année dernière, le Vietnam importait à peu près 200 millions d'euros de produits agroalimentaires de France et exportait 350 millions. Donc, vous voyez qu'il y a un déficit assez important. Ça représente 13% du total des exportations de la France vers le Vietnam. C'est 195, enfin à peu près 200 millions. Avec un split entre produits agricoles 40 millions et produits agroalimentaires 150 millions. En très forte croissance, produits agricoles, vous voyez, 150%. Voilà, on est sur des chiffres, 40 millions, ce n'est pas très élevé, mais vous voyez des croissances très fortes, et produits agroalimentaires, un plus 17%. Donc de la France vers le Vietnam, voilà, j'ai pris quelques exemples. Vous voyez, produits laitiers, fromage, plus 18%, les vins, plus 11%. Viande, un petit 11 millions, mais c'est plus 82%. Et puis par exemple, on peut s'arrêter une minute sur la pomme. Donc multiplication par 5,6, donc c'est énorme, mais enfin seulement à 3,4 millions. Ça, c'est un exemple de comment ça peut fonctionner au Vietnam, c'est-à-dire que ça devait être il y a 5 ou 7 ans, il y a eu un scandale sanitaire au Vietnam où les pommes essentiellement chinoises passaient la frontière. Et pour les garder assez blanches et assez fermes, les producteurs chinois, ou en tout cas les traders, les piquaient avec du chlore. Bah, c'est pas idéal. Donc évidemment, au Vietnam, ça s'est su. Comme en plus Chine-Vietnam, pardon, ils ne s'entendent pas, ça a fait buzz dans les médias. Et à ce moment-là, moi je me souviens de discuter avec l'acheteur Casino, donc sur les magasins, on en parlera tout à l'heure, Big C au Vietnam, qui dit on va tenter de faire venir de la pomme de France. C'est des calibres un peu plus petits, ils ne sont pas exactement dans les critères visuels habituels des Vietnamiens, mais enfin on va tenter. Et c'était évidemment plus cher, je crois que c'est à peu près le double. Et il a pris quelques conteneurs et ça s'est vendu en quelques semaines, quelques mois. Voilà. Et ça peut aller très vite à partir de là. Et du Vietnam vers la France, c'est beaucoup les produits de la mer, même si c'est en légère baisse sur l'année dernière, enfin l'année précédente. Thé, café et également beaucoup de fruits, essentiellement fruits frais. Alors, ces chiffres relativement décevants ou faibles, en tout cas pour la France, on a pourtant énormément d'atouts. Alors, normalement, le slide devrait être en bleu, blanc, rouge. Donc, le premier facteur important, c'est tout ce que j'appelle la réputation. Donc on peut grouper ça sous l'appellation marque France. C'est-à-dire que la France, et notamment ses produits alimentaires, ont une bonne image au Vietnam. Le Vietnamien qui va sortir, s'il veut dépenser un peu d'argent ou inviter sa famille ou dans le cadre de ses affaires, il va aller plutôt dans un restaurant français, il va aller plutôt dans un hôtel où il y a un restaurant occidental. Voilà, l'image est bonne, c'est associé à du savoir-faire, c'est associé à de la qualité, c'est associé au bien manger. Et le Vietnam a une forte culture culinaire également. On mange bien, une grande diversité de plats, on mange bien au Vietnam. Enfin, voilà, c'est un pays, c'est pas le cas de tous les pays, où on fait attention à ce qu'on mange et c'est important. Et là-dessus, la France a beaucoup de choses à mettre en avant. Il y a également ce que j'ai appelé des relais d'image, ou des relais marketing, on va dire. Donc il y a beaucoup de restaurants, j'en ai parlé, beaucoup de directeurs d'hôtels ou des F&B managers d'hôtels sont français. Il y a beaucoup d'événements organisés par donc Business France, le consulat, l'ambassade de France, sur voilà, la semaine du goût, balade en France. Il y a une association des Bretons qui fait beaucoup de choses au Vietnam aussi. Il y a des chefs, il y a une association de chefs, beaucoup de Français qui forment également des Vietnamiens. Donc voilà, la cuisine, la restauration, c'est dominante française au Vietnam et on doit pouvoir jouer de ça. Et ce que j'appelle les influenceurs, c'est qu'au Vietnam, les Vietnamiens sont très connectés sur les réseaux sociaux
Et ils sont très suiveurs, je trouve, dans leurs habitudes de consommation. C'est-à-dire que ce qu'ils vont voir à la télé ou sur un média, ils vont essayer de le reproduire, notamment par les key influencers. Donc c'est on peut appeler ça des blogueurs vietnamiens. Il y en a dans tout ce qui est alimentaire beaucoup, il y en a dans la mode et il y en a aussi dans l'aménagement de la maison, décoration, qui vont, alors il faut les connaître, il faut les inviter un peu à déjeuner, il y a tout un jeu à faire avec eux, puis ensuite vous avez un post de, ben voilà, le jambon, le fromage Intel est vendu là, ça marche bien, et vous avez des dizaines de milliers de vues et de gens qui regardent ça. Ça, c'est des vecteurs marketing intéressants à utiliser, et qu'en général, les distributeurs vietnamiens laissent un peu de côté. Et donc le réseau local, troisième pilier sur lequel la France existe au Vietnam, donc ce que j'appelle le réseau industriel. Il y a beaucoup de producteurs français. Marou, ils fabriquent du chocolat qui vendent au Vietnam et qui vendent de plus en plus sur toute la zone. Et vous avez, ben voilà, Andros, on en a déjà parlé. Et les réseaux de distribution. Donc Annam Gourmet, c'est des Français. Enfin, c'est un couple mixte avec un Français qui a monté ça. Saint-Honoré, c'est des Français. C'est sur de la pâtisserie-boulangerie, mais également distribution. CFF, c'est Classic Fine Food, c'est plus français, ça a été racheté, mais il y a des Français qui dirigent. Donc moi j'ai le sentiment qu'au Vietnam, on joue assez collectif. C'est pas toujours la principale qualité des Français, mais au Vietnam ça fonctionne et vous avez plein de relais, notamment quand vous lancez un produit, si c'est un produit pas connu, un peu de niche, etc. Et vous pouvez jouer de manière assez simple sur ces vecteurs-là pour favoriser votre implantation. Voilà, alors vous avez quelques exemples de balades en France, de salons de fédération, de dégustation de vin, etc. Alors, comment fonctionne le consommateur vietnamien? Alors, en premier, c'est qu'il consomme de plus en plus. La classe moyenne va doubler d'ici 2020. L'augmentation des revenus, on en a parlé. Et les Vietnamiens, ils dépensent. C'est lié sûrement à l'histoire, aux privations, à plein de choses, au fait qu'il est, on le disait tout à l'heure, optimiste et confiant. Donc, ben, voilà, l'épargne au Vietnam, c'est pas au niveau de l'Europe. Donc, il va dépenser, il va consommer. Deuxième facteur important, il affiche sa réussite via des produits premium. C'est-à-dire que le Vietnamien qui réussit, qui a de l'argent, il va le montrer. Il y a énormément de voitures de luxe au Vietnam, il y a énormément de... C'est très show-off, c'est très... voilà, au moment du Tet, donc le Tet c'est le nouvel an lunaire, on invite les amis, on se doit d'avoir la bouteille de vin ou de whisky la plus chère, enfin, et notamment dans la tranche en pourcentage assez faible, mais ça fait beaucoup de monde quand même, de très riches Vietnamiens, qui vraiment consomment énormément. Et l'augmentation très forte des dernières années sur ce qu'on appelle les dépenses hors ménage, donc c'est les sorties en fait. Les Vietnamiens de plus en plus vont dehors, vont consommer, vont manger. Très sensible à la sécurité alimentaire. Donc ça, au Vietnam, on commence à rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes d'obésité, beaucoup de problèmes de diabète. Les Vietnamiens ne font pas énormément de sport, parce qu'on est toujours en moto, donc on part de chez soi, on s'arrête exactement là où on veut aller. Beaucoup de problèmes sur l'alimentation sucrée. Donc on commence à faire attention à ça. Les problèmes sanitaires sont connus. Le gouvernement ne les bloque pas. Ils ont même joué un peu dessus, mais du coup, ce que ça fait, c'est que ça crée une grande défiance vis-à-vis, évidemment, des produits chinois. C'est-à-dire que la Chine a eu tendance pendant longtemps à envoyer plutôt au Vietnam ses produits un peu down, enfin un peu bas de gamme. Donc les produits bas de gamme chinois, c'est pas idéal. Mais les Vietnamiens se méfient aussi des produits de leur propre production nationale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut jouer pour, en tout cas, une grande partie de la production française. Et puis réceptif au marketing, donc dans les supermarchés vietnamiens, il y a énormément de promotions sur lieu de vente, énormément de testing, énormément on voit même parfois des groupes de 10 ou 15 motos avec des drapeaux et qui passent en ville avec un produit X ou Y. Les Vietnamiens, ils adorent. Beaucoup j'ai perdu le terme, mais vous savez, la publicité gaming, où vous recevez des promotions sur votre téléphone, si vous allez dans tel magasin, pendant un jour, vous avez 20% de moins ou autre, ils se précipitent. Ils aiment bien avoir le sentiment de faire une bonne affaire. Donc,
Ça, c'est un point important parce que je trouve que les distributeurs vietnamiens ou même les grandes surfaces vietnamiennes, en général, ne s'occupent pas énormément de ça. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les marques investir ou mettre un budget, ou en tout cas pousser ce genre de promotion et d'animation. Et notamment quand vous mettez un nouveau produit sur le marché, il faut avoir quelque chose sur cet aspect-là. Ça peut être négocié avec le distributeur, encore faut-il que vous vérifiez après qu'il le fait. Ou ça peut être fait par vous en direct, c'est assez simple, c'est pas très cher, en passant par un relais sur place qui va faire une animation X ou Y, sur le lieu où le produit est proposé au public. Oui. Quand on parle de marketing et de marque française, nous on communique en anglais ou en français. De l'autre côté, au Vietnam, la population communique en quelle langue? Sur les réseaux sociaux ou autres? J'imagine, mais... non, l'anglais, le français, vous oubliez. L'anglais, c'est moyen. Donc il faut que ce soit en vietnamien, mais c'est pas très compliqué. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure sur certains exemples. Monter un site, une page Facebook ou un site en vietnamien ou traduit. Enfin voilà, il y a plein de sociétés d'accompagnement qui peuvent faire ça et c'est vraiment pas difficile. Hein. On peut embaucher des étudiants, des jeunes, une trentaine de personnes qui vont animer des points de vente pendant un week-end. Honnêtement, c'est pas compliqué, mais il faut le faire en vietnamien. Voilà, bon, quelques exemples de ce qui peut se faire. En haut à gauche, hein, c'est pas un exemple de produit vietnamien, c'est sur des problèmes sanitaires et de plus en plus, donc c'est la police qui va fermer des abattoirs clandestins, enfin peu importe, il y en a beaucoup. Voilà. Alors les réseaux de distribution, vous avez encore une très forte domination des chaînes traditionnelles. 94% aujourd'hui sur ce vecteur-là, mais on prévoit en 2025, donc dans pas très longtemps, 20% sur les chaînes modernes. Donc vous voyez que la progression des chaînes modernes est très très forte par rapport à la progression des chaînes traditionnelles. Donc les chaînes traditionnelles, c'est les Vietnamiens, ils vont au marché, ils vont dans les tout petits commerces, vous en avez partout, il y en a des centaines de milliers au Vietnam, d'où la complexité de les approvisionner. C'est plutôt du produit frais, voilà, c'est l'habitude. Et puis sur les chaînes modernes, aujourd'hui, c'est qu'en ville, la structure familiale déjà a un peu éclaté, c'est-à-dire qu'avant, c'était les enfants qui vivent avec les parents, donc les parents vont faire les courses à côté quand les enfants travaillent, etc. Maintenant, beaucoup plus indépendant, la famille vietnamienne, donc le ménage ou le célibataire qui vit, il va préférer aller dans une chaîne moderne où il a beaucoup plus de choix, il peut trouver des produits occidentaux, ça répond à ses attentes, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a c'est pas un basculement, mais en tout cas il y a cet équilibre qui est en train de se faire sur les chaînes modernes. Voilà, les réseaux traditionnels, voilà exactement à quoi ça peut ressembler. Et des distributions modernes, voilà, c'est exactement sous le schéma européen, ça peut être très, très, très bien agencé, très moderne. Les Vietnamiens aiment beaucoup y aller en famille, le week-end, c'est climatisé, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'animations, c'est un peu la sortie. Voilà. Et l'intérieur, donc vous avez ce que je disais tout à l'heure sur les promotions en haut à gauche, vous voyez, énormément de choses. Voilà, des rayonnages, c'est comme partout. Alors j'ai pris quelques produits de la région. En bas à gauche, je crois que c'était Metro qui a été racheté par Mega Market, des Thaïlandais. Et voilà, vous avez au caddie énormément de choses avec, vous savez, le stock qui est mis au-dessus des rayons. Donc les chaînes modernes sont majoritairement françaises, étrangères. Voilà, j'en ai mis un certain nombre ici. Vous voyez que les plans d'expansion sont très importants pour les années à venir. Donc le Big C qui est en numéro 2 sur le tableau, c'est donc l'ancien casino, les magasins Big C qui ont été vendus à Central. Central, c'est un très grand groupe thaïlandais qui aujourd'hui se développe sur toute la zone. Donc ce qui peut être intéressant, il y a beaucoup de Français encore qui travaillent chez Big C. C'est que si vous rentrez par Big C Vietnam, vous pouvez rayonner sur Central Asie. Vous avez Auchan en bas qui a démarré il y a, je pense, 2 ans, le premier magasin. Et il prévoit d'ici 2020 60 supermarchés et 2 hyper. Alors c'est des supermarchés format plutôt, je ne sais pas exactement quel, je crois que ça s'appelle ça, City Market, des formats un peu réduits.
Mais vous voyez, donc ça devait être en 2016, en 4-5 ans, ils vont ouvrir 60 points de vente. Et Central a un très grand plan de financement, je crois qu'il prévoit d'injecter 1,5 milliard en installation de nouveaux magasins au Vietnam sur les 5 prochaines années. Ces réseaux de distribution, on en reparle un tout petit peu après dans les filières de distribution, mais vous pouvez travailler avec eux en direct dans un certain nombre de cas. Et dans un autre grand nombre de cas, vous devez travailler avec des importateurs ou des distributeurs qui vont les alimenter. Ce n'est pas encore extrêmement bien structuré. Il y a beaucoup de produits, très souvent notamment sur les produits frais, où le supermarché va préférer travailler avec un importateur-distributeur. Voilà, et donc le développement, depuis quelques années, c'est très sensible sur le Vietnam de ce qu'on appelle les gourmet stores. Donc celui-ci, c'est Annam, je crois que certains d'entre vous le connaissent, qui a aujourd'hui, qui doit bien avoir une dizaine de points de vente, et il y en a plusieurs en installation. Alors là, voilà, c'est très moderne, vous avez 50 fromages, vous avez la charcuterie, vous avez plein de choses, c'est quasiment que du produit importé, avec une communication très moderne, enfin voilà. Ça, c'est très intéressant, notamment sur des produits un peu plus quali, un peu niche, un peu... si on veut communiquer sur la qualité, le terroir, plein de choses, c'est des bons moyens de rentrer sur le marché. Je pense qu'ils en ont 10 aujourd'hui et qui doivent en ouvrir à peu près 2-3 par an. Je pourrais vérifier. Ils sont sur les deux, ils sont même sur, je pense qu'ils en ont un à Da Nang aujourd'hui. Il y en a un peu plus dans le sud, tout simplement parce que Saigon et la région, c'est à peu près 10 millions d'habitants, Hanoï, c'est 7-8 millions. Et ils consomment plus dans le sud que dans le nord. Donc ça suit en fait le besoin de la population. Alors le secteur HoReCa, très forte expansion depuis quelques années, et je pense que ça va continuer sur les années qui viennent. Donc vous voyez qu'il a à peu près doublé sur 7 ans. Donc il y a restaurant, café, bar, hôtel. C'est un secteur qui est très intéressant parce que c'est surtout là qu'on va trouver le besoin du consommateur pour aller sur des produits occidentaux. Donc hôtel, boom du tourisme, les restaurants en général, les gens sortent pour manger autre chose que du restaurant de rue vietnamien. Donc là, c'est en termes de qualité, en termes voilà, tout ce qui est demandé, ça va être du produit importé. Il y a beaucoup d'étrangers, notamment de Français, qui dirigent soit des réseaux de distribution pour ce secteur-là ou les restaurants-hôtels. Vous voyez, 40% de la consommation annuelle d'alcool, qui au Vietnam est importante, se fait dans les bars, les clubs et dehors. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est Classic Fine Food en haut à gauche, c'est les camions de livraison d'un distributeur plutôt gourmet qui alimente les restos. En haut à droite, vous avez les buffets, c'est très populaire au Vietnam, c'est les buffets d'hôtel le week-end. Vous voyez, ça c'est juste un stand de fromage. Et en dessous, c'est un restaurant qui est, je crois, à Dalat, qui s'appelle le Bordeaux. Non, c'est pas le Bordeaux, je sais, j'ai perdu le nom, mais enfin un nom bien français. Et vous mangez des plats occidentaux, notamment français. Je regarde l'heure, pardon. Alors, les circuits d'import et de distribution sur le marché sont assez classiques. Voilà, vous, producteurs, vous passez par des importateurs qui peuvent être également distributeurs, ou parfois ils sont seulement importateurs. Et vous allez ensuite vers le modern food, le traditionnel, l'HoReCa ou le e-commerce. Je vais en reparler un tout petit peu. Alors au Vietnam aujourd'hui, la chaîne du froid, tout ce qui est stockage, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'investissements dans la logistique, notamment des Français. Il y a Celtic, il y a FM Logistique, il y a Bolloré. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui investissent au Vietnam sur du stockage. Vous pouvez stocker chez eux. Ils peuvent même gérer la distribution après vers les supermarchés. Sinon, il faut passer par tout ce réseau-là, c'est un peu compliqué, c'est un peu long, mais enfin ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est essayer, à mon sens, d'éviter les très gros importateurs étatiques qui, il y a 10 ou 15 ans, contrôlaient l'essentiel du marché, donc il fallait être chez eux.
Aujourd'hui, ça va plutôt être un coût supplémentaire. Ils ne vont pas forcément être les plus efficaces dans le dédouanement et la sortie du produit et la distribution vers le point de vente. Et il y a beaucoup de distributeurs qui sont capables très bien aujourd'hui de faire l'importation. Alors oui, pardon, le e-commerce, en pleine explosion au Vietnam, sauf qu'on part de quasiment rien, donc ça reste des volumes faibles. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs sites de vente en ligne. Certains supermarchés signent des accords avec, donc c'est Lazada qui a été repris par Alibaba, le principal. Il y a Le Flair aussi, c'est des Français qui ont monté ça, pour pouvoir donc acheter sur les supermarchés. Et c'est le supermarché qui livre, mais en passant par la plateforme de e-commerce. Sur l'alimentaire, ce n'est pas le secteur qui fonctionne le plus aujourd'hui en e-commerce. Hein, c'est plutôt la mode, les biens d'équipement, l'habillement, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant dans un certain nombre de cas. Très rapidement sur l'enregistrement, donc ça a été très compliqué au Vietnam, ça l'est encore un peu, mais honnêtement, ça s'est beaucoup amélioré. Alors tous les cas sont un peu particuliers, donc je ne vais pas trop rentrer dans des cas particuliers, on pourra en parler individuellement. Mais en gros, dans un certain nombre de cas, notamment quand vous êtes sur des produits non processés, vous devez vous enregistrer en tant que producteur. Ça prenait des mois, aujourd'hui vous pouvez le faire en un mois et demi. Donc vous enregistrez votre site de production avec vos certificats existants et vous obtenez un agrément qui vous donne le droit d'aller vendre sur le pays. Et ensuite vous avez la partie enregistrement, dédouanement, import du produit en lui-même. En général, c'est votre importateur qui doit le faire. Si votre importateur vous dit non, moi le produit, il faut que vous m'ameniez jusque chez moi à changer d'importateur, vous devez donc enregistrer, enfin votre importateur va préenregistrer le produit quelques semaines avant que le conteneur arrive. Et puis il y a des inspections ensuite qui vont être conduites, différents types d'inspections, pour vérifier que ça matche avec les déclarations préalables du produit. Et donc c'est le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie et du Commerce, et ce qu'on appelle le MARD, Ministère of Agriculture et Rural Development. Voilà. Ça paraît compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs français qui sont un peu pleins ou qui sont un peu perdus dans les méandres de cet enregistrement. Ce n'est pas si compliqué que ça. Votre importateur, dans la négociation avec lui, il faudra tout simplement lui imposer dès le départ de le faire et de le suivre. Et il y a énormément d'améliorations aujourd'hui. Vous pouvez faire des déclarations en ligne. Enfin, ça, c'est mieux. Juste sur la partie pré-import, vous nous dites que c'est le producteur français ou l'exportateur qui s'occupe de cette phase-là et pas le distributeur local. Dans un certain nombre de produits, viande, sur des produits congelés, sur des produits agricoles, il faut avoir un enregistrement préalable. Qui est fait en amont, en France, pas avec le distributeur local. Hein, on est bien. Enfin, pas avec... disons que cet enregistrement, vous n'êtes pas obligé de vous adosser à un distributeur, donc c'est l'enregistrement pour vous. Par contre, il n'est pas fait ici, il est fait au Vietnam. Il y a un site en ligne, vous avez pas mal d'infos, et ils vont vous demander, c'est votre licence d'exploitation française, le certificat, je ne sais pas si ça s'appelle un certificat sanitaire ou autre, que vous avez forcément lié à votre activité. Je crois un audit, enfin c'est assez simple, et c'est des documents que vous avez. Il y a une partie traduction et certification des traductions qu'il faut faire. Et ensuite, vous êtes agréé, mais ça n'empêche pas qu'ensuite votre distributeur travaille sur l'importation de chaque produit. C'est-à-dire que vous n'allez pas préalablement enregistrer tous vos produits. C'est notamment pour les abattoirs, c'est notamment pour ce genre de français, c'est pour ce genre de produits. Est-ce que cet agrément, du coup, il est annuel ou c'est une fois pour toutes ? J'avais peur de cette question. Ça dépend des catégories. Je crois, il faut que je vérifie. Je crois que c'est sur 2 ans et assez facile à renouveler. Mais le plus simple, c'est de partir sur les HS codes de vos produits. Et après, on peut remonter pas mal de choses pour vous donner la bonne info. Je ne veux pas vous dire une bêtise, mais de mémoire, c'est sur une durée plus longue qu'1 an. Notamment, je pense, pour vos produits. C'est un peu moins sensible quand même que d'autres. Je pense même que vous n'en avez pas besoin. Voilà. Alors, il faut que j'accélère, je crois, non ? Il me reste quoi, un quart d'heure ? Il me reste un quart d'heure ou plus ? D'accord.
Alors, l'accord de libre-échange, vous savez tous ce que c'est qu'un accord de libre-échange. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, le Vietnam a signé avec la Corée, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, déjà des accords. Donc le nôtre, tout en haut, à droite, en cours de négociation. Donc il a été signé, il est en attente d'entrée en vigueur. Vous voyez que le Vietnam, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, a signé énormément d'accords de libre-échange et s'insère totalement dans l'économie mondiale. Alors, l'EVFTA, 25 juin, c'est pas vieux, il y a eu la signature du document final. Donc aujourd'hui, il reste une partie de traduction et de ratification par des parlements. On estime que l'entrée, l'EIF, c'est l'entry into force, l'entrée en vigueur, sera premier ou deuxième trimestre 2019. C'est un accord qui a mis beaucoup de temps à être préparé. Et c'est un accord, c'est le troisième seulement accord entre l'Union européenne et un pays asiatique après Singapour et la Corée. Donc dans l'ASEAN, vous voyez, il y a Singapour puis le Vietnam. Et selon les termes même de l'ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam, c'est un accord très ambitieux qui couvre pas seulement les tarifs douaniers, mais énormément d'autres choses. Et d'après l'Union européenne, c'est l'accord le plus complet signé avec un pays émergent. Parce qu'évidemment qu'il y a des accords avec Canada, États-Unis ou autres qui sont beaucoup plus complets. Alors, je vais passer rapidement. C'est juste pour vous montrer que les échanges commerciaux Europe-Vietnam sont très déséquilibrés en faveur du Vietnam. À peu près 30 milliards d'importations de l'Union européenne de produits vietnamiens quand on exporte à peine 10 milliards. Donc vous voyez que le déficit est très important et s'est creusé. Et l'Union européenne est un partenaire très important du Vietnam. On est par exemple le deuxième plus gros importateur après la Chine et le deuxième partenaire économique, donc comme je le disais, après Singapour. Alors, l'EVFTA, qu'est-ce que ça va changer pour vos produits et vos exportations? Il y a 6 aspects dans l'accord de libre-échange. L'élimination des droits de douane, c'est le plus important, je vais le détailler. La réduction des barrières à l'entrée, c'est également très important. Certificat d'origine et appellation d'origine contrôlée, on va en parler. Les 3 autres aspects, appel d'offres publics, c'est-à-dire qu'en gros, ça facilite la réponse aux appels d'offres publics pour une société étrangère, alors que jusqu'ici, c'était quand même très favorisé pour les sociétés vietnamiennes. L'ouverture du secteur des services, ça ne vous concerne pas directement, mais c'est la logistique, c'est le e-commerce, c'est l'éducation, c'est plein de choses. Et propriété intellectuelle et règles commerciales, en gros, le producteur européen sera un peu plus protégé en cas de litige ou en cas de problème. Alors, l'élimination des droits de douane, c'est un accord très ambitieux. 99% des droits de douane vont être éliminés, que ce soit Vietnam vers l'Union européenne ou Union européenne vers le Vietnam. À échéance des 7 ou 10 ans, je vais vous expliquer des délais de l'accord de libre-échange. Il restera juste quelques quotas sur des produits où le Vietnam veut protéger un peu sa production, riz, sucre, choses comme ça. Donc, les 2/3 des échanges vont être libéralisés dès l'entrée en vigueur, et le reste progressivement sur 7 ou 10 ans. Donc, l'Union européenne a 7 ans pour ramener tous les droits de douane à 0, et le Vietnam a 10 ans, à partir donc de début 2019. La méthode de calcul, donc ça part du taux d'importation actuel, puis vous avez des catégories. Donc A, ça veut dire que dès l'entrée en vigueur, vous tombez à 0. Et ensuite, B1, B2, B3 jusqu'à B10, c'est le nombre d'années pour arriver à 0, sachant que la baisse va être progressive. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. Donc voilà, les baisses attendues. Donc c'est très important parce que les taxes aujourd'hui, c'est sur votre produit, mais c'est calculé sur le produit rendu dans le pays. Donc vous payez aussi, si vous avez 25% de taxes à l'importation, vous la payez aussi sur le transport. Et il y a même des taxes spéciales sur des produits, notamment dans l'alcool, les vins et les bières. Et donc ça va énormément diminuer sur quelques années ces taxes. Alors comment ça fonctionne? On va prendre l'exemple de la viande de bœuf, par exemple. Donc il y a un taux, j'ai pris un taux de 18%, mais suivant le type de viande de bœuf, ça peut varier de quelques pourcents, mais c'est pour le fonctionnement de l'accord. Donc, taux actuel, 18%. Catégorie B3, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, votre taux sera 0%. Et donc, comment ça se passe?
vous divisez le 18% par 4, ça fait donc 4,5. Dès l'entrée en vigueur, imaginons donc au 1er mars 2019, ce sera plus 18%, ça tombera à 13,5. Donc 1er mars 2019. 1er mars 2020, vous enlevez encore 4,5, vous êtes à 9. 1er mars 2021, à 4,5. Et donc 1er mars 2022, 0%. Donc c'est la première tranche de baisse est dès l'entrée en vigueur. Ce n'est pas un an après l'entrée en vigueur. Ce qui signifie qu'il y a une grande partie des taxes que vous payez peut-être aujourd'hui pour exporter au Vietnam qui vont baisser dès l'année prochaine. Ah oui. Oui, ça concerne l'ensemble des produits. Ben voilà. J'ai quelques exemples hors agroalimentaire ici, même si c'est beaucoup agroalimentaire, mais par exemple, machines, outils, équipements, on est sur une moyenne de 30, ça va plutôt entre 25 et 30, catégorie B5, donc 5 années pour tomber à 0. Tapis, revêtement de sol, voilà, alors vous voyez qu'il y a des endroits, vin et spiritueux, 48%, c'est énorme. 7 ans pour tomber à 0. Alors, Et une question. Oui. On trouve où cette information sur les différentes catégories au niveau des données? Très bonne question. Je crois qu'il y a un site. Il faudrait que je le retrouve. Je crois qu'il y a un site de l'Union européenne où vous pouvez regarder. Sinon, il faut vraiment... Parce que dans une même catégorie, vous avez des sous-catégories. Oui. Donc, il faut vraiment partir du HS code. Si vous me donnez le HS code des produits, nous, on sait le retrouver très facilement. Et il y a un site, je pourrais vous le communiquer, je ne l'ai plus en tête, parce que je sais que mes équipes au Vietnam regardent sur le site vietnamien, mais je pense qu'il y a un pendant du côté Union européenne. Sinon, c'est une communique, on pourra le diffuser. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, ça commence sur la première tranche tombe sur le début, en fait. C'est pas au bout d'un an que... Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un plus 1 par rapport à la catégorie. Alors, juste, ça rejoint ce qu'on se disait, c'est, par exemple, je suis allé un peu vite, voilà, cosmétiques, c'est pas tous les cosmétiques. Là, c'est les sticks à lèvres, il y en a d'autres, ça va être à 15%, peut-être B5, enfin, il y a beaucoup de sous-catégories. Donc là, c'est pour donner des indications. Voilà, regardez les produits laitiers. Beurre, c'est 15% B5. Lait en poudre, on est à 3 B3. Lait à destination ou produits laitiers, compléments pour l'alimentation animale, c'est B3. Voilà, énormément. Certains légumes en conserve, c'est pas le même taux que poisson en conserve. Enfin voilà, donc c'est pas très compliqué à trouver. Mais vous voyez que les baisses donc, vont être bien sur toutes les catégories de produits et à échéance 7, 8, enfin 10 ans au maximum, mais vous serez quasiment à 0% partout. Alors la réduction des barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est tout ce qu'un pays va mettre en œuvre pour officiellement protéger la population de produits défectueux. Donc c'est des contrôles sanitaires, c'est des tests, c'est étiquetage, c'est l'emballage, c'est plein de choses. Sauf que très souvent, la protection officielle du consommateur, ça se traduit par une manière de freiner les importations et de favoriser la filière locale. Le Vietnam, là-dessus, ils sont très forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tests, les certificats, il faut les traduire en vietnamien. Enfin, très compliqué. Donc ça va être une aide très importante. Vous allez gagner énormément de temps sur les déclarations, enfin vous ou votre importateur. Il y a des déclarations qui peuvent être faites en ligne, il y a des déclarations sur plusieurs formulaires qui sont regroupés, et le Vietnam s'engage à utiliser les standards internationaux comme référence. Donc il y a un grand nombre de cas sur lesquels vous n'aurez plus à utiliser un standard vietnamien qui ne peut être donné que par un labo vietnamien affilié au gouvernement. Donc vous imaginez le coût, la complexité, ou si le test vous paraît pas correct pour aller contester. On va se baser sur les libres déclarations du fournisseur et des standards internationaux. Ça, c'est une aide très importante. Il y a toujours le risque que le gouvernement vietnamien dise oui, on va le faire et ne s'engage pas dessus. Mais ils ont déjà mis en œuvre un certain nombre de choses. Et le fait d'être dans l'OMC depuis plusieurs années, ils ont également eu beaucoup de rappels de cet aspect-là. Donc ça, c'est un point très important qui n'est pas quantifiable peut-être financièrement, mais croyez-moi, ça va beaucoup aider et en tout cas donner envie à beaucoup plus d'importateurs, distributeurs d'aller sur des produits occidentaux. Et les certificats d'origine. Donc pour la première fois, un accord de libre-échange reconnaît le Made in Europe, c'est-à-dire que
Vous pouvez déclarer un Made in Europe, ça peut être des produits pris, je ne sais pas, vous avez un produit alimentaire, un sous-produit qui vient d'Allemagne, vous le transformez avec un autre produit, etc. Vous pouvez avoir une appellation Europe. Et puis beaucoup les GI, c'est Geographical Indication, donc des AOC, qui vont être reconnus. Il y en a déjà, je ne me souviens plus du nombre, 169 qui ont été officialisés côté Europe. Je vais le trouver. Voilà, 169 appellations européennes déjà enregistrées, donc marquées dans l'accord de libre-échange, et 39 appellations vietnamiennes. Jusqu'ici, plein de gens déposaient plein d'appellations pour essayer de les revendre après aux bons producteurs, etc. Donc le Vietnam lutte contre ça. Aujourd'hui, vérifie qu'il y a un vrai producteur derrière. Ceux qui ont enregistré des fausses appellations vont être donc effacés au niveau juridique au Vietnam. Et puis ça rentre parfaitement dans les attentes du consommateur vietnamien qui veut aller vers du terroir, de l'origine, d'où vient le produit, qu'est-ce que c'est, etc. Donc ça, il faut jouer dessus énormément, surtout en France où on est quand même très en avance sur ce genre d'appellation. Ah bon, d'accord. J'avais une question par rapport, vous parliez de l'attrait pour les produits de terroir, de qualité, etc. Est-ce que le bio, ça existe au Vietnam? Est-ce qu'il y a une demande, une niche pour ces produits-là organiques? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Le bio, c'est moins poussé qu'en France. Ça rentre plutôt dans l'aspect, on veut être sûr du produit. Donc, si le bio nous permet d'être sûr que le produit soit pas mauvais pour moi, mes enfants, etc., c'est bien. Mais ce n'est pas forcément le bio en tant que tel. Alors ça se développe un peu localement. Il y a quelques fermes bio à Dalat, au plateau vietnamien. Il y a quelques magasins bio dans les grandes villes. Voilà, pour moi, ça rentre dans cet aspect traçabilité, enfin garantie que le produit est sain et bon pour la santé. Donc le bio rentre dedans, mais pas plus qu'un autre facteur. Non, je dirais pas que le bio en tant que tel est par le consommateur vietnamien reconnu comme si c'est bio, ça me va. Si c'est bio, il regardera plutôt, mais c'est bio pourquoi, ou ça vient d'où, ou qu'est-ce qui fait que le bio va me donner un plus qualitatif sur le produit. J'ai une autre question oui. qui rejoint un peu cette question. Est-ce que les Vietnamiens sont assez fidèles envers les marques? Quel est leur rapport avec est-ce qu'ils cherchent plutôt le prix, le distributeur, un peu des deux? D'accord. L'importateur-distributeur, il n'est pas très fidèle. Les Vietnamiens, dans les affaires, ils sont assez durs, ils sont pragmatiques. Voilà, j'en parle un tout petit peu après. Votre distributeur, c'est votre partenaire. Il faut aussi avoir un rapport de force avec lui pour que vous soyez toujours, faut toujours se rendre indispensable. Ils n'hésitent pas à changer, les distributeurs. Et le consommateur vietnamien, il est aussi pas mal zapping. Surtout qu'il y a plein de nouveaux produits qui arrivent. Enfin voilà, le Vietnam s'ouvre, il y a plein de choses, donc ils testent, ils changent, etc. Il n'est pas particulièrement fidèle, mais quand ça se passe bien, il restera. Voilà. Et côté goût, pour le consommateur final, est-ce qu'il y a des différences significatives avec le consommateur européen, par exemple? Ouais, vous posez un peu une colle. Un peu comme aux États-Unis, par exemple, ils aiment les produits beaucoup plus sucrés qu'ici. Vietnam, alors déjà, ça change dans la tranche d'âge de la population. Ça a beaucoup évolué, le Vietnam. Hein. C'était, il y a 20-30 ans, c'était produits frais, c'était on mange dans la rue. C'est vraiment, il y a zéro chaîne du... Enfin, c'est le produit du jour, du marché, voilà. Donc ça change. Aujourd'hui, ils vont beaucoup vers les produits sucrés. Vraiment énormément. Boissons sucrées, produits sucrés, les snacks, les goûters, etc. Au Vietnam, l'enfant c'est un peu l'enfant roi. C'est-à-dire que l'enfant... il fait un peu tout ce qu'il veut, on le nourrit tout le temps, il est choyé, etc. Donc c'est d'où les problèmes d'obésité et autres que j'évoquais tout à l'heure, où c'est vraiment étonnant. Au Vietnam, c'est assez frappant. Au niveau goût, les Vietnamiens, ils sont assez curieux, hein, ils aiment bien goûter les fromages, même des fromages un peu forts au Vietnam. Moi, j'ai beaucoup d'amis vietnamiens qui en mangent.
Viande, ils aiment beaucoup. Il n'y a pas de, je vais plutôt répondre à l'envers, c'est que je ne vois pas d'interdit, enfin en tout cas de problème culturel ou autre sur des produits français. Je ne vois pas ce qui pourrait... plein de Vietnamiens qui mangent des cuisses de grenouille, ils mangent plein d'animaux, ils mangent plein de choses, ils sont curieux, enfin voilà, donc pas de barrière à l'entrée sur cet aspect-là. Alors il y a plusieurs focus secteurs, je ne sais pas si je les passe tous ou c'est peut-être pas la peine, on en a parlé. Produits laitiers, alors ça c'est un énorme besoin. Voilà. C'est parmi les 20 plus grands pays importateurs de lait. Aujourd'hui la moyenne c'est 21 litres par habitant, ce sera 27 litres par habitant en 2020 et la filière locale couvre à peine 30%. Donc voilà, je passe un peu vite. Voilà, il y a des infos sur des producteurs locaux, etc. On pourra en reparler un peu après. Oui, ça, on peut regarder un petit peu. Les consommations, donc le Vietnam, c'est à peu près 60 kilos de viande par an, par habitant. 50-60. On est à peu près un tiers de moins qu'en Chine et je crois 40 ou 50% de moins qu'en France. Et logiquement, ça va à peu près rattraper ces tendances-là. Donc ça va être un appel d'air très fort sur les consommations. 27 millions cheptels porcs, 5 millions bœufs. Alors il y a le buffle qui est mis avec le bœuf au Vietnam, donc 2,5 millions de buffles. 325 millions sur la partie volaille. Ça, c'est important à garder en tête. Le coût de production locale est vraiment très élevé, notamment par exemple sur le bœuf. La production de bœuf au Vietnam, le kilo va sortir à 45% de plus qu'un bœuf importé, notamment de Nouvelle-Zélande. Donc gros problème pour la filière locale lié à ce qu'on a évoqué de capacité et de coût de l'alimentation animale. L'importation, les grands importateurs, vous voyez, hein, c'est beaucoup US, c'est beaucoup Australie, Nouvelle-Zélande, pas encore beaucoup la France. Il y a la Pologne sur la volaille. Et tarifs douaniers, ça on l'a vu, voilà, donc je passe dessus. Ratio viande rouge, viande blanche est en forte augmentation. Et il y a également beaucoup maintenant fast-food. Il y a de plus en plus une industrie également locale des plats préparés pour les écoles, pour les administrations, pour plein de choses qui importent énormément de produits sur la viande. Voilà, donc je passe rapidement. On en a un petit peu parlé. Boissons. Alors les Vietnamiens, ils boivent. On est sur des boissons entre autres alcoolisées. Les Vietnamiens, ils boivent beaucoup de bière, 42 litres par habitant par an, prévu dans 2 ans. Ça augmente partout, hein, bière, vin, spiritueux. Quand on signe un beau contrat, c'est cognac, whisky. Quand on reçoit, c'est une belle bouteille de vin. Bière, c'est partout dans la rue, etc. Par contre, aujourd'hui, et ça, l'accord de libre-échange va être très intéressant, beaucoup de monopoles locaux, de grands producteurs et des taxes à l'importation qui sont très fortes. Voilà. Catégorie aussi santé, boissons saines, ça se développe beaucoup sur des jus de fruits, des thés aromatisés, des choses comme ça. Pain, pâtisserie, gâteaux, biscuits. Donc alors les Vietnamiens toujours mangent. Ça fait longtemps qu'ils mangent du pain et il y a beaucoup de sandwichs dans la rue, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est assez rare dans un grand nombre de pays asiatiques. Il y a une bascule doucement de l'alimentation base de riz, il y a une alimentation à base de céréales, de blé. Les snacks, c'est en pleine explosion, il y en a absolument partout. Il faut aller alimenter toutes les petites épiceries, c'est beaucoup elles qui les vendent aujourd'hui. Et il y a une production locale qui est aujourd'hui assez faible. Alors il y a un grand acteur, c'est Kindo Corporation, je crois qu'ils ont à peu près 40% de part de marché. Ça peut être des clients partenaires, concurrents, hein, ça peut être un peu les trois pour vous, mais ce secteur-là est en plein boom, notamment au moment du Tet, du Nouvel An lunaire, où on offre beaucoup de cadeaux, des compositions, dedans il y a du vin, il y a des produits conserves un peu gourmets, etc. Je connais certains producteurs de produits un peu niches qui font 50% de leur vente annuelle sur la période novembre-janvier. Fruits et légumes transformés, c'est faible aujourd'hui. Les Vietnamiens, ils n'ont pas la culture principale. Par contre, plus on est dans une tranche d'âge assez jeune, plus ça se développe parce que c'est pratique.
Au niveau sanitaire, etc., ça a une meilleure image peut-être paradoxal, mais qu'un produit frais, parce qu'on est sûr, ça a été bien travaillé, produit frais, ils ne peuvent pas le garder, enfin, etc. Un problème sur la chaîne du froid, si c'est du produit congelé. Voilà, je passe un peu vite, hein, je suis désolé. Et il y a des acteurs locaux qui sont intéressants. Je sais que j'ai une liste pour les personnes qui sont sur la partie conserve, parce que ça peut être intéressant de passer par des acteurs locaux qui distribuent leurs propres produits, si c'est complémentaire et pas concurrent des vôtres, et qui fabriquent certains produits, mais qui ont aussi des réseaux de distribution. Alors, comment aborder le Vietnam? Donc, rapidement, le Vietnam, ça reste compliqué. Les différences culturelles, c'est-à-dire que, on en a parlé un peu, contrat de travail, l'accord commercial avec un partenaire, la manière dont on va négocier, le rapport au temps, c'est très court terme, ils n'hésitent pas à demander des baisses de prix absolument incroyables. Enfin voilà, on peut être un peu surpris par tout ça. C'est des réseaux compliqués, l'accès aux informations n'est pas toujours simple, les statistiques et les données ne sont pas toujours claires, cadre juridique, je passe, et la gestion des accords commerciaux, ça on l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez trouver un importateur-distributeur, vous allez signer un accord avec lui, en général c'est un produit nouveau, parfois pour démarrer vous offrez soit des prix plus intéressants ou des avantages marketing, je ne sais quoi, donc lui il est content, il va le tester. Derrière, s'il ne fait pas les efforts pour que les parts de marché augmentent, ou vous, à côté, et que vous ne faites pas attention à ce distributeur, votre partenaire du coup, est-ce qu'il voit d'autres concurrents, comment être sûr qu'il va garder mon produit, etc., vous pouvez un jour vous faire zapper, ou alors il garde votre produit, mais vos ventes ne décollent pas parce qu'il a un produit concurrent qui va pour X raisons promouvoir un peu plus. Donc il faut les suivre. Il faut les contrôler. Si vous demandez un étiquetage particulier, si vous faites de la promotion sur lieu de vente, il ne faut pas forcément se dire bah oui, son intérêt va être de développer le produit qu'il a pris chez moi. C'est un peu plus complexe que ça. Et il faut toujours qu'il ait besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Voilà, alors nous on évoque souvent ce qu'on appelle les 5 P, c'est-à-dire préparez-vous avant d'y aller. Qu'est-ce que vous voulez vendre, quel produit, quel positionnement, quel discours vous allez avoir, vos outils marketing, enfin ça se prépare. Prudence, voilà, signez pas trop vite, allez pas tester peut-être votre distributeur, l'exclusivité, vous la donnez en échange de volume ou un peu plus tard. L'avantage de votre interlocuteur commercial vietnamien, c'est il peut vous demander des choses vraiment étonnantes, mais alors n'hésitez pas à lui demander un peu la même chose et à lui dire non c'est comme ça, ça je peux pas, il sera jamais gêné ou vexé que vous essayiez d'imposer la défense de vos intérêts. Il le fera pour lui. Persévérance, c'est-à-dire que c'est long quand même de réussir au Vietnam. Présence, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez comment vous, par votre distributeur ou par des relais, assurer un contrôle. Alors, ce n'est pas forcément une présence. Moi, je vous conseillerais quasiment jamais, en tout cas en démarrage, de monter une structure. Pas forcément besoin d'envoyer quelqu'un tout de suite, etc. Attendez que le marché se développe. Mais par contre, il faut une présence. Il faut que vous montriez à vos consommateurs, à vos clients et à votre importateur-distributeur que vous contrôlez, que vous regardez, que vous animez et que si ça se passe mal, vous avez d'autres options, enfin, que vous êtes là pour réussir et durer. Et professionnalisme, c'est... moi, je vois régulièrement des sociétés, parfois parce qu'elles ont des tailles un peu réduites, qui viennent un peu, mon produit il est top, et c'est sûrement vrai, mais si je l'amène, forcément il va se vendre. Professionnalisme, c'est les prix, ça se calcule, est-ce qu'on fait des remises ou pas, quelle est la stratégie, enfin c'est... Vietnam, soit vous êtes dans des pays autour et vous pouvez facilement décliner le Vietnam. Si vous démarrez par le Vietnam pour la zone, il faut se préparer. Du coup, le success story, je ne sais pas si... Très rapidement, Danone, c'était une mission pour une branche Danone d'Australie sur un type de yaourt. Donc, voilà, nous, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait pour Danone, c'est une étude de marché sur les concurrents. Donc, on a fait un store check, on a relevé les produits, les prix concurrents, comment ils étaient étiquetés, quels étaient les ingrédients, quelle était la communication et le marketing des concurrents. Première phase. Deuxième phase, on a rencontré, donc là, les équipes Danone ne venaient même pas avec nous. On a rencontré des importateurs-distributeurs au nom du produit Danone pour les valider leur intérêt ou pas.
Donc on en a sélectionné, je crois, il y en avait 3 ou 4. On a fait une première offre générale sur le produit, le prix, les termes de paiement, plein de choses. Et puis ensuite, tous ces éléments, on les a transmis à l'équipe Danone qui a pu venir dans une deuxième phase et négocier et signer avec un distributeur. Donc il y a des choses qu'on détecte. Par exemple, les Vietnamiens, ils aiment beaucoup acheter à l'unité. Donc les yaourts par pack de 4 ou 8 que vous ne pouvez pas casser ou prendre à l'individuel, c'était ça. C'est une des choses, par exemple, qu'ils ont changé lors de la mission. Test of Europe, c'était une mission de 40 producteurs européens, viande, vin, fruits, légumes, avec le commissaire de l'Union européenne. Donc il venait une journée au Vietnam et on avait organisé la matinée de rencontres avec des importateurs, distributeurs, des chefs de restaurants, des logisticiens, enfin voilà, tout l'environnement pour avoir des informations sur leur business. Et l'après-midi, des rendez-vous B2B. Donc on avait invité, je ne sais plus combien, plus de 100 personnes, côté acheteurs vietnamiens, pour rencontrer chaque producteur européen. Et alors, ça a juste une minute parce qu'elle est intéressante. C'est une mission qui a duré un peu plus d'1 an pour le CIVL, le comité interprofessionnel ou interrégional, je ne sais plus, des vins du Languedoc. Ce qui est intéressant, c'est que le CIVL, une grande partie de leurs producteurs étaient déjà référencés. C'est-à-dire que le tel vin du Languedoc, tel producteur était déjà dans un réseau de distribution vietnamien. Les ventes étaient médiocres, voilà, et ils ne comprenaient pas forcément pourquoi. Donc on a travaillé sur l'animation des ventes. Donc on a fait des testings sur les points de vente. On a organisé des dîners à thème avec des blogueurs, des journalistes, des directeurs d'hôtels. C'est des très gros prescripteurs. Si le directeur d'un restaurant d'hôtel met sur sa carte les vins du Languedoc, les ventes, elles vont exploser. On faisait des relevés en magasin. On a créé une page Facebook. On a pas mal de choses. Et donc pendant 1 an, on a travaillé non pas à faire rentrer le produit, puisqu'il était déjà en grande partie là, même s'il y a 1 ou 2 producteurs qui ont pu se rajouter, mais à animer les ventes. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je crois que, voilà, j'ai été un peu long. Non, mais pas de problème. On a juste le temps. Alors, sachant que beaucoup d'entre vous ont un rendez-vous donc avec Thierry Mermet, mais s'il y a 1 ou 2 questions d'ordre général, on peut encore les prendre. J'en ai une un peu technique, mais elle va sûrement intéresser ma voisine, parce qu'elle concerne les marques. Je voulais savoir, les marques, s'il faut les protéger, les enregistrer, s'il y a de la contrefaçon dans ce pays-là, s'il est plutôt conseillé de se protéger au Vietnam par rapport aux marques. Oui, il y a un certain nombre de marques, c'est bien de les déposer. C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est vérifier si l'appellation, si c'est des appellations d'origine qui sont déjà je ne sais pas quel est le terme, je crois que c'est préenregistré ou prélisté dans l'accord de libre-échange, parce que du coup, c'est plus simple. Sinon, vous pouvez les déposer, même si aujourd'hui, moi, j'estime à pas plus d'un quart le nombre de producteurs, d'exportateurs français dans l'agroalimentaire qui déposent. C'est plus problématique sur la partie mode, vêtements, où là, il y a énormément de copies, ils changent juste une lettre du nom, etc. Sur des produits alimentaires, si vous avez des conserves, si vous avez des paquets de gâteaux, vous voyez, ça va être compliqué quand même pour un concurrent de juste mettre votre nom sur un... Il faut qu'il développe tout le produit, il faut qu'il développe le packaging, il faut qu'il développe tout ça. Et en général, les réseaux de distribution par lesquels vous allez passer ne vont pas prendre le risque de eux-mêmes se retrouver en difficulté vis-à-vis des autorités vietnamiennes ou du consommateur final qui va dire, je sais pas moi, mes galettes petit beurre, etc., c'est pas absolument pas ce qui est prévu, voilà. Donc, une demi-réponse, je vous pousse pas forcément à le faire, ça dépend un peu du produit ou du distributeur avec qui vous travaillez. Mais qui peut déposer à votre place. Il peut. Mais il ne déposera pas, s'il dépose une marque, elle ne lui appartiendra pas. Vous pouvez garder la propriété de la marque, parce que sinon ça bloque vis-à-vis du distributeur. Ouais. Ma question, c'était par rapport à l'accord de libre-échange. Est-ce que vous sentez qu'il y a peu d'attentisme en ce moment de la part des entreprises, ou est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller et essayer de prendre la place ? Clairement, l'accord de libre-échange, ça va être un
un vrai plus. Mais le Vietnam, ça reste quand même un pays un peu compliqué. Enfin, je ne pense pas que l'accord de libre-échange soit un déclencheur majeur pour des sociétés qui n'est absolument pas envisagé avant d'aller au Vietnam et d'un seul coup, elles vont toutes venir. Le Vietnam n'est pas très difficile à vendre dans le sens où notamment les producteurs français ils ont plutôt envie d'aller, c'est plutôt un pays qui plaît, c'est plutôt... voilà. Mais il faut que ça vienne dans une stratégie, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes déjà dans les pays limitrophes ou pas? Est-ce que vous avez une équipe export qui peut allouer le temps pour développer ça? Est-ce que... Voilà, donc l'accord de libre-échange, c'est très bien parce que on va parler beaucoup de l'Europe, on va parler de la France, enfin, le timing est bon, il était déjà bon il y a 1 an ou 2, il est juste un peu meilleur et surtout vous allez régler, en tout cas sur certains produits, cette espèce de, c'est pas une concurrence faussée, mais de désavantage vis-à-vis de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui est fort aujourd'hui et qui va du coup se rééquilibrer. Parce qu'une baisse de 15, 20, 30% de droits de douane, ça veut dire que vous, ça ne change pas forcément votre prix de vente. Mais ça veut dire que votre importateur-distributeur, il peut vendre moins cher, ou il peut faire de la pub, ou il va augmenter ses marges, ou il peut se projeter plus dans le pays. Enfin, c'est un impact significatif.